Et si nous parlions un peu de SVT, sciences de la vie et de la Terre? Notamment ici, nous allons parler de sciences de la vie, et plus spécialement des métabolismes. Le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions chimiques qui se déroulent, par exemple, au sein d'une cellule. Alors, si on prend une cellule au hasard, cellule cardiaque. Deuxième type de cellule, on va prendre une cellule musculaire. Alors vous allez me dire, les cellules cardiaques se rapprochent des cellules musculaires. Bon, c'est un peu vrai, mais n'empêche que les cellules qui constituent le cœur n'ont pas le même rôle que les cellules qui constituent les muscles du tissu squelettique. Donc ça veut dire que l'ensemble des réactions chimiques au sein d'une cellule cardiaque n'est pas le même qu'au sein d'une cellule musculaire correspondant à des muscles qui sont fixés sur le squelette. Une cellule rénale n'aura pas la même fonction qu'une cellule musculaire, par exemple. Donc ça veut dire que, puisque le métabolisme est l'ensemble des réactions chimiques qui se déroulent dans une cellule, on ne peut pas dire qu'il y a un métabolisme au niveau d'un organisme complet. Il y a différents métabolismes. Et les différents métabolismes font la spécialisation des cellules, donc d'un tissu correspondant à un organe, et donc chaque fonction des différents organes, enfin la fonction des différents organes appelle des métabolismes qui sont variables, qui sont différents, bien spécifiques, bien précis, mais tout de même différents. Donc métabolisme, on a dit, alors si on définit le métabolisme avec un grand M, entre guillemets, c'est comme si on disait l'homme avec un grand H, ce qui sous-entend que c'est l'espèce humaine, c'est l'humanité. Bien, le métabolisme, avec un grand M par exemple, ce serait l'ensemble des réactions chimiques qui se déroulent au sein d'un organisme. Mais ce métabolisme est constitué par un ensemble de petits métabolismes, entre guillemets, différents et spécifiques selon les cellules considérées, donc selon l'organe considéré. Alors, évidemment, pour qu'il y ait un métabolisme dans une cellule, c'est-à-dire un ensemble de réactions chimiques bien précises, il faut qu'il y ait des échanges entre le milieu extérieur et le milieu intérieur à la cellule. Si on prend l'exemple classique de la respiration cellulaire, qui a lieu dans toutes les cellules par contre, donc différents métabolismes en fait dans différents métabolismes, il peut y avoir des réactions chimiques qui sont semblables. C'est le cas par exemple de la respiration cellulaire, qui consiste en l'oxydation du glucose pour produire de l'énergie. Toutes les cellules ont besoin d'énergie pour vivre, donc la respiration cellulaire est indispensable. Alors c'est un échange qui est possible. L'oxygène qui vient de l'environnement, du milieu extérieur, va réussir à arriver dans une cellule. Alors comment? Facile, hein, bon. Respiration pulmonaire, l'oxygène passe dans le sang circule et amène l'oxygène aux différentes cellules. Alors il y a donc selon les besoins nutritifs, les besoins nutritifs existent, les échanges avec le milieu extérieur existent. On définit différents types de métabolisme. Donc il y a deux grands types de métabolisme. On peut se poser un problème. Le problème à résoudre aujourd'hui, ce sera quels sont, du point de vue des besoins nutritifs, les principaux types de métabolisme cellulaire. Les principaux types de métabolisme cellulaire. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on définisse, chaque fois qu'on a un organe précis, le métabolisme de chacune des cellules
ça ferait beaucoup de métabolisme, hein. Bon. Là, nous allons voir que les choses peuvent être simplifiées en raisonnant d'une autre façon. Alors on va essayer de résoudre le problème sous deux aspects. D'abord, on va voir les besoins nutritifs des cellules qui ne sont pas des plantes, donc qui ne seront pas des cellules chlorophylliennes. On prendra l'exemple des levures et on prendra l'exemple des besoins nutritifs des cellules chlorophylliennes. Alors, quand on dit métabolisme, on ne va pas forcément étudier toutes les réactions chimiques qui ont lieu dans une cellule. Mais on peut prendre 1, 2, 3, 4 exemples de réactions du métabolisme. Bon, on va voir. Alors, un protocole expérimental peut être proposé. On prend des levures. Chien. Alors, les levures, ce sont des êtres vivants unicellulaires qui vont se reproduire assez rapidement si les conditions lui sont favorables. Donc, elles se reproduisent par bourgeonnement. Donc, on a une cellule et à un moment donné, on voit un petit bourgeonnement qui apparaît, qui va grossir pour donner finalement une levure indépendante, une nouvelle levure indépendante. Alors, les besoins nutritifs des cellules non chlorophylliennes sont caractéristiques des cellules qui ne font pas ce que l'on appelle la photosynthèse. On va chercher à savoir si les cellules ont impérativement besoin ou non de glucose. Le glucose, c'est de la matière organique. Alors le glucose, ça fait partie des grands groupes d'aliments, enfin pas d'aliments, mais de nutriments qui eux-mêmes proviennent de grands groupes d'aliments, glucides, lipides, protéines. Et le glucose est un glucide. Alors, on a dit le glucose, il sert à la respiration cellulaire, entre autres. C'est-à-dire à la production d'énergie qui permet à la cellule de vivre. Donc on se pose la question, on va se dire, bon, on a des levures, qui sont des êtres unicellulaires, et un exemple de réaction du métabolisme, ça peut être la respiration cellulaire. Alors on se dit, mais est-ce que les levures font vraiment la respiration cellulaire? Est-ce qu'elles en ont besoin? Est-ce qu'elles ont besoin du glucose? Donc c'est la question qu'on va se poser. Alors on va réaliser deux cultures, donc dans deux milieux différents. On va prendre des herlaines par exemple. Dans ces herlaines, donc on va faire ce que l'on appelle des cultures de levures. C'est-à-dire on va mettre des levures dans de l'eau avec différents éléments. On prend un premier milieu A et on prendra un milieu B. Dans le milieu A, on met de l'eau distillée. Il faut que l'eau soit pure pour que la réaction soit, pour que le raisonnement que l'on va en faire ensuite soit correct. Donc on met par exemple une certaine quantité, 0,5 litres, donc 500 millilitres dans un herlaine. On met des sels minéraux dans les deux cas, dans le milieu A et dans le milieu B, donc des sels minéraux. Et du glucose. Alors, dans le milieu A, on n'en met pas. Et dans le milieu B, on met 10 grammes. Alors, évidemment, dans chaque milieu, il faut ajouter des levures et on ajoute la même quantité. On ajoute par exemple 0,1 g de levure. Puis on observe au microscope sur une lame quadrillée qui va permettre le comptage, comme par exemple une cellule de Malassez. Alors cellule, c'est pas la cellule d'un organisme, c'est une cellule qui sert à compter les levures. Donc il y a une espèce de quadrillage que l'on voit sous l'objectif du microscope et on peut compter dans chaque quadrillage il y a combien de levures, et sur un certain nombre de quadrillages on se dit, bon, il y a tant de levures, donc on en déduit qu'il y a tant de levures par centimètre cube, etc. Bon. En tout cas, ce quadrillage permet de compter les cellules. On observe au microscope. Alors, on s'attend à quoi? Toutes les cellules ont besoin d'énergie pour vivre. Donc, comme l'énergie provient de l'oxydation du glucose, il est fort probable que si on ne met pas de glucose, les levures ne vont pas pouvoir vivre.
Donc on imagine que dans le milieu A, où il n'y a pas de glucose, les cellules, donc les levures, vont disparaître, tandis que dans le milieu B, où il y a du glucose, on suppose que les levures vont vivre. Oui, mais on est dans un Erlen, il y a de l'eau, et pour que la respiration cellulaire se fasse, donc production d'énergie en présence de glucose, pour que la respiration cellulaire se fasse, il faut de l'oxygène. Alors, est-ce qu'il y a de l'oxygène dans l'eau? Bien oui, il y a de l'oxygène dissous dans l'eau. C'est d'ailleurs pour ça que les poissons rouges, par exemple, de vos aquariums, peuvent vivre. Pourquoi? Parce que si vous voyez que donc si les poissons vivent correctement, les poissons rouges, ça veut dire qu'il y a bien de l'oxygène dans l'eau. Après, vous allez me dire, mais il n'y a pas de glucose ou il y a du glucose? Bon, après, on peut compliquer les choses. En fait, on donne toujours un petit peu d'aliments à manger aux poissons et il faut qu'il y ait une source de matière organique type glucose. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre du sucre dans le bocal. Alors, voilà, donc on s'attend à ce que dans le milieu B, les levures se multiplient, vivent correctement, et dans le milieu A, on s'attend à ce qu'il n'y ait pas de levure. Alors, si on regarde l'aspect de la culture dans l'Erlen, on s'aperçoit que dans le milieu A, alors le liquide au départ était peu transparent. Donc il était assez blanc laiteux en fait. Donc ça voulait dire qu'on avait mis on a mis ce qu'il faut et ce qu'il faut donc donner une couleur laiteuse. Quand on regarde l'aspect de l'Erlen dans le milieu A où il n'y a pas de glucose, au bout de 3 jours, en fait on regarde au bout de 3 jours, on fait le comptage aussi au bout de 3 jours. Bon. On regarde au bout de 3 jours, on s'aperçoit que l'Erlen c'est très très éclairci. Alors, sur les lames quadrillées, on fait un comptage. On fait un comptage et donc il suffit de multiplier par 100 000 en fait le nombre de cellules d'un rectangle de 20 carrés pour obtenir le nombre de cellules par millilitre. Bon, ça c'est un petit calcul très simple. Voilà, on a un certain nombre de levures et si on compare avec l'aspect de la culture et le nombre de levures dans le milieu B après 3 jours, eh bien l'aspect de la culture est resté très laiteux, ça veut dire qu'on ne voit pas à travers en fait. Et si on regarde au niveau des petits carrés, au niveau de la cellule de Malacèse que l'on regarde au microscope, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de levures que dans le milieu A. Alors dans le milieu A, il en est resté encore un petit peu au bout de 3 jours. Donc ça voulait dire quoi? Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que dans les levures, si on raisonne, on se dit les levures que l'on a mis, donc les 0,1 g de levure, possédaient peut-être des réserves de glucose et qui leur ont permis de survivre. Mais en tout cas, on imagine que sur le long terme, toutes les levures que l'on voit dans le milieu A vont sans doute disparaître. D'ailleurs, il y en a beaucoup moins que dans le milieu B, mais en fait, par référence, il faudrait que l'on regarde le nombre de cellules. Lorsque l'on met les 0,1 g, en fait, regardez la concentration de cellules au départ, avant que les 3 jours se passent. Bon, donc là, on n'a pas d'élément de comparaison dans le document qui est devant moi en tout cas, mais il y a beaucoup moins de levures dans le milieu A que dans le milieu B. Alors, si on regarde bien, on s'aperçoit qu'il y a donc des levures qui sont bien rondes, bien grandes. On voit même des levures qui sont en train de bourgeonner, donc tout se passe très bien pour elles. Ça veut dire que les 10 g de glucose servent à produire de l'énergie et servent aux cellules pour qu'elles puissent vivre et se reproduire de manière correcte. Donc là, ça veut dire que dans ces cellules, dans ces levures,
une partie du métabolisme a bien lieu, c'est-à-dire la respiration cellulaire se fait bien correctement, l'oxygène oxyde bien le glucose et il y a bien une production d'énergie. Alors ce que l'on ne dit pas là, c'est qu'il y a du CO2 et de l'eau qui est libérée également. Bon, on aurait pu faire un test pour voir si le dioxyde de carbone est bien libéré. Bon, là on ne l'a pas fait. Là on se posait. Le problème c'est que du point de vue des besoins nutritifs, quels sont les principaux types de métabolisme cellulaire? Eh bien, un des principaux types de métabolisme cellulaire, je le répète, c'est la respiration cellulaire qui a bien lieu. On imagine qu'elle a lieu puisqu'il y a beaucoup de levure dans le milieu B, seul milieu où il y avait du glucose. Alors, besoin nutritif des cellules chlorophylliennes maintenant, donc deuxième cas. Alors on va pas prendre des levures évidemment, hein, les levures ne sont pas des végétaux. Il faut prendre, alors on pourrait prendre une plante. Bon. On peut prendre également des êtres unicellulaires que l'on appelle des euglènes, dont nous avons déjà parlé dans un autre cours. Donc les euglènes, ce sont des algues qui se déplacent en fait, qui ont un espèce de flagelle qui leur permet de se déplacer. Alors même principe, on fait un protocole expérimental. On prend des euglènes, qui sont des organismes vivants évidemment, unicellulaires, chlorophylliens, donc ça veut dire qu'ils sont capables de faire la photosynthèse. Alors on cherche à montrer que de telles cellules, donc les euglènes, se développent sans source extérieure de glucose, mais à la condition qu'il y ait de la lumière. Alors on a dit que les végétaux, si on discute un petit peu autour de ça, pour essayer de prévoir un petit peu les choses, on se dit que les végétaux sont des organismes autotrophes. Pourquoi autotrophes? Parce que, à condition qu'il y ait de la lumière et du dioxyde de carbone, eh bien, le dioxyde de carbone utilisé par la plante va pouvoir être transformé en matière organique, entre autres en glucose. La condition, c'est qu'il faut de la lumière. Donc ça veut dire que les plantes, en fait, les euglènes sont des algues, font la photosynthèse aussi, donc c'est le cas des algues aussi. Donc les plantes fabriquent leur propre matière organique, dont le glucose. Alors on se dit, est-ce que les euglènes ont vraiment besoin de glucose dans leur milieu pour pouvoir vivre? Eh bien, si on met des euglènes dans un milieu sans glucose, on imagine qu'elles vont vivre, à condition qu'il y ait de la lumière. Pourquoi? Parce que les euglènes sont capables de produire leur propre glucose. Donc si on ne met pas de glucose dans le milieu, automatiquement, les euglènes devraient pouvoir survivre. Enfin, vivre en tout cas. Donc là, on cherche à montrer que les euglènes vont pouvoir se développer sans source extérieure de glucose. Le glucose qu'elles produisent va être suffisant, mais il faut de la lumière également. Donc on prépare deux milieux, on a un milieu A et un milieu B. Dans le milieu A, on met, alors dans les deux milieux, en fait, on met 500 ml d'eau distillée, important, pas d'eau minérale. Par contre, on rajoute des sels minéraux. Alors on aurait pu mettre d'une eau minérale sans rajouter de sels minéraux, en fait, hein, ce qui reviendrait un petit peu au même. Mais bon, là, on choisit judicieusement les bons sels minéraux. On ne met pas de glucose, donc ni dans le milieu A, ni dans le milieu B. Donc les choses sont claires. Et on expose à la lumière dans le milieu B, mais pas dans le milieu A. Alors, on s'attend à quoi? Dans le milieu A, on ne met pas de glucose, dans le milieu B, on ne met pas de glucose. On a dit que les euglènes sont capables de faire la photosynthèse, donc elles vont produire leur glucose. Donc effectivement, apparemment, il n'y a pas besoin de glucose. On n'en met pas. Par contre, on a dit qu'il faut de la lumière. Donc, dans le milieu B où on met de la lumière, on imagine que les euglènes vont vivre, en ce sens que grâce à l'énergie lumineuse, grâce au CO2 qui sera dans le milieu également, parce que dans l'eau distillée, il n'y a pas de sels minéraux, mais il y a quand même du CO2 qui est dissous. Donc on se dit que dans le milieu B, les euglènes, grâce à la lumière, vont produire leur matière organique, donc vont produire leur glucose, donc vont pouvoir vivre. Donc on s'attend à ce que dans le milieu B, les euglènes puissent vivre. Dans le milieu A, on ne met pas de glucose,
on ne met pas de lumière. Donc, si on ne met pas de glucose et s'il n'y a pas de lumière, automatiquement, il n'y aura pas de matière organique produite par photosynthèse, il n'y aura pas de photosynthèse. Bon. Alors, évidemment, si on avait ajouté, on aurait pu faire un troisième milieu où on met du glucose et on ne met pas de lumière. Automatiquement, le raisonnement aurait été différent concernant le milieu A. Ça aurait voulu dire que l'apport extérieur de glucose aurait permis aux levures de vivre jusqu'à épuisement du stock. Parce qu'une fois que le stock aurait été épuisé, les levures, à ce moment-là, on imagine qu'elles disparaissent. Bon, on regarde l'aspect de la culture au début de l'expérience, donc c'est identique pour les deux milieux, c'est-à-dire on a dans de l'eau distillée, on a mis les euglénes qui sont vertes, donc on a une coloration verdâtre du milieu. Ensuite, on regarde l'aspect de la culture et l'observation au microscope des euglénes dans le milieu A, c'est-à-dire là on n'a pas mis de lumière, après 5 jours de culture. Alors on met une cellule de Malassez pour pouvoir compter également, hein. Donc le comptage, c'est le même principe, c'est que sur une lame quadrillée, il suffit de multiplier par 100 000 le nombre de cellules d'un rectangle de 20 carrés et on obtient le nombre de cellules par millilitre. Donc là, on voit dans le document que j'ai, on voit que l'aspect de la culture, donc dans l'airlaine ou un tube à essai, c'est très très pâle, il n'y a pratiquement plus de vert. C'est très inquiétant parce que s'il n'y a pas de vert, ça veut dire qu'il y a sûrement plus de glaine. Effectivement, on s'aperçoit qu'il y a, alors c'est un petit peu verdâtre mais pas trop, et on s'aperçoit que qu'il y a 4 glaines dans l'ensemble des petits carrés. Donc ça ne fait pas beaucoup. Par contre, quand on regarde l'aspect de la culture et l'observation au microscope des euglénes du milieu B, là où on a mis de la lumière, on s'aperçoit que le tube à essai qui contenait la solution de départ est très 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 verte, beaucoup plus vert que dans le tube au temps zéro. Et si on regarde au microscope les euglénes, au niveau des cellules de Malassez, il y a beaucoup d'euglénes. Donc ça veut dire que les euglénes ont proliféré. Pourquoi? Eh bien, ça conforte un petit peu ce qu'on a dit. On n'a pas mis de glucose, mais peu importe. Il y avait de la lumière, il y avait du dioxyde de carbone dans l'eau, donc ça a permis aux euglénes de faire la photosynthèse. Voilà, donc si on regarde point de vue nutritif des besoins des cellules chlorophylliennes, c'est que pour assurer une certaine partie du métabolisme, en fait, c'est-à-dire dans ce cas-là, on a pris l'exemple de la respiration cellulaire. Donc l'oxydation du glucose pour produire de l'énergie et rejeter CO2 et de l'eau. Eh bien, on s'aperçoit que pour que cette matière organique soit produite, en fait, eh bien, il faut de la lumière. Et le fait qu'il y ait de la lumière fait que la matière organique est produite, donc c'est une réaction du métabolisme. Alors ce sera un ensemble de réactions du métabolisme en fait. Et bien au-delà, l'intérêt de produire de la matière organique, c'est de produire, de manière à ce que le gland puisse vivre, donc de produire de l'énergie. Si on revient un petit peu sur les cellules, les éléments nutritifs indispensables, c'était qu'il fallait du glucose, parce que les levures sont des organismes que l'on appelle, comme nous, hétérotrophes. Ça veut dire qu'on ne se suffit pas à nous-mêmes, on ne peut pas produire notre propre matière organique. Alors bien sûr, on en produit, mais à la base, il nous faut un apport que les plantes assurent, en fait. Beaucoup de choses à dire. Donc là, on a dit, dans l'organisme, il y a beaucoup d'organes, des tissus qui auront des fonctions précises, spécifiques. Les métabolismes seront différents. Et en prenant 2 exemples dans le monde animal, dans le monde végétal, alors dans le monde animal, on n'a pas pris dans le monde animal, on a pris un champignon en fait.
qui est la levure. Donc chez les levures, chez les eugènes, on a mis en évidence deux métabolismes différents, c'est-à-dire chez les eugènes, un type de métabolisme, c'était que le glucose était utilisé, oxydé par l'oxygène pour produire de l'énergie, du moins on l'imagine, de manière à ce que les levures aient cette énergie et puissent vivre, proliférer, se développer, surtout vivre en tout cas. Et au niveau des eugènes, hein, je répète, on a mis en évidence une partie du métabolisme. D'une part, la formation de matière organique, consistant en la production de, entre autres, de glucose, qui a servi pour une deuxième réaction. Alors, pour la photosynthèse, c'est un ensemble de réactions, j'ai déjà dit, du métabolisme, mais dont l'objectif est de produire de la matière organique. Et deuxième type de réaction du métabolisme au sein même des eugènes, c'est la respiration cellulaire. Voilà, donc on a pu caractériser les deux principaux types de métabolisme cellulaire. On a justifié, on a exploité les choses, on a proposé d'autres choses, hein. Donc on a vu que les métabolismes peuvent être différents. Du point de vue nutritif, on a mis en évidence deux types de métabolisme. Je pense qu'on a fait le tour du problème. De ce fait-là, on peut dire que le cours est terminé. Merci.